Salut, c'est les Jérôme. Voici la suite des réponses aux questions que vous nous avez posées, cette fois-ci sur le thème des travaux et de la rénovation. Vu le grand nombre de questions, ce sera en deux parties pour ne pas faire une vidéo trop longue. Pour rappel, on a mis un chapitrage de toutes les questions dans la description de la vidéo, donc si seulement certaines questions vous intéressent, il suffit de cliquer. Sans plus attendre, on commence. Quand avez-vous commencé les travaux? C'est difficile à dire exactement, car il faut voir ce qu'on entend par « commencer les travaux », étant donné qu'au début, on s'est posé beaucoup de questions, qu'on ne pensait pas devoir faire d'aussi gros travaux, et qu'on a commencé vraiment petit à petit, car on n'était pas familier avec tout ce qui concerne le bâtiment ou la rénovation. On a déjà fait un peu de démontage en 2017, mais de façon très espacée. On considère donc qu'on a vraiment franchi un cap quand on a commencé à démonter les cloisons fin 2018. Combien de temps consacrez-vous aux travaux? Quasi 100% de notre temps est consacré au projet. Par temps, évidemment, on sous-entend notre temps libre puisqu'on travaille. Donc, tous les jours libres, de congés, week-ends, etc. sont consacrés au projet. Notre projet est assez diversifié dans les activités, on n'est pas continuellement dans les travaux, cela varie fortement avec la saison. Parfois, le potager et le rucher absorbent plus de temps, surtout en plein été où les récoltes prennent pas mal de temps, et à l'inverse en hiver, on ne va quasi faire plus que des travaux. On va travailler 8 à 10 heures lors d'un jour complet, ou 1 à 3 heures lors d'un jour où l'on travaille à côté. Sur une semaine, cela représente quelque chose comme 80 heures hommes. Et la part de temps dédiée aux réflexions, études et devis? Eh bien ça, c'est encore en plus. Comme le temps qu'on peut consacrer au travail de terrain est assez limité, les réflexions et autres travails de bureau, si on peut dire, on les fait après, en soirée, ou alors c'est vraiment il n'y a rien d'autre à faire. Tout comme la réalisation des vidéos d'ailleurs, qui se fait principalement en fin de soirée, un peu à la fois. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dans les travaux? Ça dépend du travail, bien entendu. Certaines choses vont très vite, alors qu'il a fallu beaucoup de réflexion ou de recherche en amont. D'autres prennent énormément de temps à réaliser, bien que ce soit simple. Là où on passe beaucoup de temps, d'autres vont dire perdre, c'est à retirer les clous des boiseries, prendre le temps de démonter sans endommager, par exemple le plancher. Tout ça prend un temps fou. Sinon, on a failli l'oublier, filmer ça prend aussi beaucoup de temps, y penser, changer la caméra de place, s'arrêter pour montrer l'un ou l'autre détail. Aussi, une chose qu'on oublie souvent de montrer, car c'est pas très intéressant, c'est le temps qu'on passe à nettoyer le chantier. Car l'air de rien, on les a balayés ces étages, que de crasse. Et à notre sens, un chantier propre est nécessaire pour être plus efficace et sécurisant. Pourriez-vous donner un horaire type de vos journées? Prenons comme exemple une journée où on peut se consacrer entièrement à notre projet. On se lève vers 7 heures. Le temps de déjeuner, préparer un peu la journée, ouvrir la serre, etc. Vers 8h, 8h30, on est prêt à démarrer. En hiver, c'est parfois un peu plus tard, il faut allumer un feu et s'il fait très froid, on aime bien rester un peu autour pour se réchauffer. Aux alentours de midi, on s'arrête pour manger, on met la radio. Nous recevons régulièrement. Et après le jeu des 1000 €, une petite balade digestive autour de l'étang, puis on s'y remet. On ne prend pas une longue pause de midi. L'après-midi, on travaille quasi non-stop, avec juste une petite pause vers 3-4 heures pour boire un coup et manger un morceau. On peut aussi bien rester sur une même tâche dans les travaux que faire plein de petites choses différentes, surtout en saison. Jérôme arrête en général vers 18 h et commence à penser au souper, et moi je continue encore un petit peu. Il faut aussi faire chauffer l'eau de la douche et autres petites choses du quotidien. Après la douche, le souper, devant le journal télévisé belge de 19h30, en streaming car on n'a pas la télévision. Puis la vaisselle avec l'eau chaude mise sur le reste du feu de la douche. Enfin, déchargement de la carte SD, de l'appareil photo, tri sommaire, et on remplit notre journal de bord car on écrit tous les jours un résumé de notre journée et ce qu'on y a fait. Vers 20h30, on est prêt pour un petit moment de détente, un peu de lecture, un film, une série ou les dernières vidéos YouTube de nos chaînes préférées.
de temps en temps avec une bonne bière. Puis, peu avant 22 heures, on passe aux réalisations vidéo, éventuelles réflexions, études, etc. En essayant de ne pas trop rogner sur nos heures de sommeil, donc pour 1 heure ou 2 maximum. Pour finir, on fait rentrer le Joupy et au lit. Voilà, ça peut sembler très routinier, et ça l'est certainement, vu que moi je le suis assez, mais tout cela aide vraiment à structurer nos journées et ne pas exagérer ou dépasser nos limites. On ne va pas travailler physiquement la nuit, et il y a toujours place pour un moment à nous pour se détendre. Comment faites-vous pour arriver à gérer la totalité du projet? Comme on vient de le dire, on garde les activités qui peuvent se faire derrière un ordinateur pour la soirée ou pour des temps plus calmes comme il y en a en hiver. Et heureusement, car pour ce qui est des recherches, pour certaines choses, cela prend énormément de temps pour bien décortiquer et assimiler les informations. Étant donné qu'on a vraiment beaucoup de choses différentes à faire, un des facteurs qui va pas mal influencer notre emploi du temps, c'est la météo. Car on va privilégier les belles journées ensoleillées pour travailler au rucher ou au potager, et à l'inverse avoir tendance à travailler en intérieur par temps moins clément. Cela permet d'utiliser au mieux tout le temps disponible. Bon, tout ne s'articule pas non plus autour de cela, il y a parfois des impératifs, et quand le travail est fait au potager, on avance aussi sur le chantier même s'il fait beau. Aussi, il y a des tâches qui sont définies à un certain moment de la semaine, comme l'entretien de la partie habitée, les lessives, le nettoyage du poulailler, etc. Cela permet de ne pas les oublier car ça devient systématique et il ne faut plus penser au planning et à l'organisation de cela. Malgré tout, il faut savoir rester un peu flexible. On a aussi la visite de nos amis et de la famille à qui on veut aussi pouvoir dédier du temps. Avez-vous une méthodologie particulière pour votre organisation? Non, pas spécialement, cela s'est un peu imposé à nous, car nous sommes des personnes assez structurées. Aussi, avec les années ou par essai-erreur, ou en voyant ce qui ne fonctionne pas, on arrive à mieux affiner comment utiliser au mieux notre temps. Ceci dit, on trouve que notre façon de nous organiser est un peu idéalisée, on n'est pas convaincu du tout qu'on est si bien organisé que cela pour les travaux. On doit parfois bouger pas mal de choses sans cesse d'un côté à l'autre de la maison, et moi, je perds parfois un temps fou à chercher un outil, un morceau ou une pièce de quelque chose que j'avais dans la main pas plus tard 5 minutes qu'avant de l'égarer. Avec les découvertes, on a beaucoup plus fonctionné par réaction que par anticipation, sauf une fois qu'on a trouvé une solution évidemment. Aussi, on tâtonne beaucoup car on doit tout apprendre, et par-dessus tout, on chipote beaucoup puisqu'on fait dans la récup. Sur l'échelle de rentabilité de notre société moderne, on ne doit pas être bien efficace. Mais pour nous, ce n'est pas le critère de base. Vous êtes-vous fixé une limite de temps pour terminer les travaux? Quand pensez-vous avoir terminé la restauration? Au début, on essayait de s'imposer des dates limites pour certaines phases, mais avec les surprises qui sont venues chambouler tout ça, on a un peu moins fonctionné de cette façon pour ne pas se mettre trop la pression non plus. Rien ne nous oblige en fait. On est motivé, donc on garde une certaine cadence, mais sans pour autant à tout prix vouloir atteindre un objectif dans le temps. Surtout qu'on sait très bien, comme on l'a déjà dit, qu'on n'aura jamais fini. Il y aura toujours bien un détail, un boulot à faire, sans oublier tout ce qu'il y a en annexe du bâtiment principal. Et ce n'est rien, des objectifs, c'est bien d'en avoir pour se motiver et donner un sens à nos actions, mais ce qui compte dans tout cela, c'est le parcours. Essayez de profiter de chaque instant qui constitue le chemin du début à la fin d'un projet. Si seul l'objectif était important, en musique il n'y aurait qu'un accord final. Alors que le chemin vers cette résolution est tout aussi intéressant, si pas plus. Avez-vous un planning avancé de vos travaux? Un cahier des charges avec tout ce que vous souhaitez réaliser? Justement, pour relativiser ce qu'on vient de dire dans la question précédente, on se met tout de même quelques objectifs à court terme, notamment dans le gros œuvre, car il faut un peu de planning pour certains travaux qui ne peuvent pas se réaliser toute l'année. Donc oui, on a un planning des choses à faire, dans un certain ordre, pour les travaux, auxquels on a réfléchi, et on essaie d'ailleurs à l'avance de planifier aussi l'achat de matériaux quand c'est possible. Ceci dit, on est parfois obligé d'improviser, entre guillemets, quand on tombe sur quelque chose d'inattendu. Cela vient s'insérer dans le planning et ça retarde un peu le tout.
Sinon, on a un planning assez global en ce qui concerne la rénovation, une vision plutôt, vers laquelle on souhaite tendre, mais pas certain qu'on y arrive. On y a déjà réfléchi dans certains détails, même si ce sont définitions ou fioritures pour plus tard, cela permet de ne pas les oublier et les prendre en considération dès le départ et peut influencer certaines décisions ou l'ordre des choses. Même si ça peut être vu comme contre-productif, car au fond cela complique le tout, car ça fait beaucoup de fils dans la pelote de nœuds. Quel est votre critère de priorisation du travail ? En plus de ce qui a déjà été dit jusqu'ici, il faut différencier les tâches d'entretien régulières, tondre, nettoyage, entretien, qui pour nous est une priorité pour ne pas être vite dépassé, et aussi au jardin car la nature n'attend pas. Puis la météo, on y revient, qui influe pas mal sur les priorités. Après, on suit notre planning. Il peut y avoir plusieurs choses en parallèle, ce qui aide si on est en attente de matériel ou autre élément retardateur. Pourquoi faire des travaux de restauration en extérieur vu le travail à faire à l'intérieur ? Pour profiter du chemin qui mène à la ligne d'arrivée, quitte à faire un petit détour si le décor en vaut la peine. Même si cela ne vous paraît pas logique, notre petit bout de chemin qui passe par Oli, il nous plaît. Oui, on passe du coq à l'âne, mais justement, on ne se lasse pas. Si on avait passé les 4 dernières années uniquement dans les travaux de rénovation, je ne sais pas si on l'aurait supporté. Et puis, comme on l'a déjà dit, aller lentement, cela permet de nous financer de manière douce et aussi de prendre du recul et de bien réfléchir à ce qu'on entreprend. Le projet est-il tenable sur le long terme, moralement et mentalement ? Oui, mais on ne peut pas prédire l'avenir. Jusqu'ici, on tient le coup, même si on a déjà eu de gros coups au moral. On se rend tout de même compte qu'il y a une masse de travail énorme, et c'est peut-être ça qui nous fait mettre sur nos gardes pour éviter un pétage de plomb. Un de nos grands atouts dans notre configuration, on ne touche qu'à une moitié de maison. Quand on arrête le travail, on a un espace de vie propre qu'on peut retrouver, proche, chauffé et agréable pour nous. Habiter dans la poussière ou camper dans une caravane à côté du chantier, pour nous ça irait un temps, mais pas sur du long terme. Voilà pourquoi on est content d'avoir pris cette décision, même si du point de vue productivité pure, il aurait mieux valu faire toute la maison d'un coup. Autre point fort pour arriver à tenir moralement, c'est la diversité des activités et la nature qui nous entoure, c'est ressourçant. Et notre temps n'est jamais perdu, il y a toujours quelque chose à faire si on en a marre d'une autre. Bon, on avoue parfois c'est aussi accablant, car en pleine saison on voit l'urgence de certaines choses, comme les récoltes, la tonte, etc. Et il arrive qu'on se sente dépassé. Mais jusqu'ici, au final, on arrive toujours à gérer. On doit aussi reconnaître que ce projet a aussi fortement réduit, par choix, nos activités sociales extérieures, surtout qu'on vient d'une vie en ville. Bon, au final, ces derniers temps, tout le monde a connu ça par la force des choses. Moi, ça me va, je suis assez casanier et je vis à fond ce projet. Jérôme a un peu plus la nostalgie d'activités culturelles qu'on devrait un peu plus s'autoriser quand la situation sera redevenue normale. Et physiquement, comment tenez-vous le coup ? Ouais, on se fait vieux. Mais non, on tient le coup. On a déjà eu quelques petits déboires avec notre dos, dont on vous passe les détails. On essaie de respecter nos limites. Enfin, pas toujours, des fois on pousse un peu, surtout quand on est en vacances et qu'on ne fait que cela. On fait aussi nos exercices et étirements recommandés par nos kinés respectifs qui aident bien, on doit dire. Où sont vos limites dans le tout faire soi-même ? La limite principale à nos yeux est le temps. Je pense qu'on peut tout apprendre, tout essayer et trouver des solutions, parfois capillotractées. Cela demande du temps pour s'informer, comprendre, s'entraîner et enfin faire la réalisation. On ne peut pas renier là-dessus et du temps, on ne peut pas en fabriquer. Sinon, tout semble possible, ou en tout cas, on peut tout essayer. Enfin, cela évidemment pour des métiers manuels d'artisans, car il y a les limites physiques, pour ce qui nécessiterait un équipement ou des machines trop spécifiques ou industrielles. On ne va pas fabriquer notre chaux, notre OSB, dépoutrer le métallique ou encore du fer-macelle. Même si pour certaines choses c'est possible, les procédés industriels resteront toujours imbattables au niveau uniformité constante des qualités et usinage, cela en plus du coup grâce aux économies d'échelle. Comment vous êtes-vous intéressé à la rénovation ?
Au début du projet, on n'était pas trop dans l'idée de rénovation, mais d'une transformation en tant qu'autoconstructeur avec l'idée qu'on apprendrait et se documenterait. Mais pas du tout dans l'idée de devoir intervenir structurellement sur le bâtiment, ou alors faire réaliser ce genre de choses. On en parle un peu dans notre vidéo sur le projet, ou la FAQ sur le sujet. La rénovation s'est donc venue dans un second temps, par la force des choses, et notre éveil à la préservation du patrimoine. Par quoi avez-vous commencé avant de vous lancer? On a vraiment un parcours atypique, car on ne savait pas dans quoi on se lançait. C'est pour cela qu'on dit qu'on n'est pas si bien organisé que cela, car on a dû beaucoup réagir face à ce qu'on découvrait, et avec le temps on a pu bien réfléchir et se renseigner. Depuis, c'est ce qu'on fait en général, s'informer sur les tenants et aboutissants d'une chose avant de se lancer, en essayant le plus possible de garder l'esprit ouvert sur tout l'éventail des possibilités et alternatives. Comment faites-vous pour vous former? On n'a pas de formation liée au métier du bâtiment, ce qu'on nous demande souvent, on doit donc tout apprendre sur le tas. Mais on sait comment se documenter et se faire conseiller, même si parfois ce n'est pas évident. Ah oui, on n'a pas besoin de vous dire qu'on trouve tout et son contraire sans nécessairement que tout soit faux. Donc cela représente beaucoup d'heures de recherche, de réflexion et d'analyse pour bien comprendre un sujet. Si possible, savoir le pourquoi au lieu de se contenter du comment ou du parce que. On pense que notre avantage, c'est que, n'étant pas du métier, on n'a pas d'a priori ou d'idées reçues sur certains sujets, et on envisage toutes les pistes de manière sérieuse. Quelles sont vos sources d'informations? À Internet, pour une grande part, mais ça ne veut rien dire puisqu'on y trouve tout, des livres, vidéos, articles, etc. On consulte des forums de bricolage, Wikipédia, des sites dédiés à la rénovation ou à certains sujets techniques. Parfois des blogs ou vidéos de personnes qui font aussi le même travail, parfois sur des sites généralistes qui détaillent certains concepts, ou si on a la chance d'en trouver, des sites spécialisés pour des détails beaucoup plus techniques. Le plus dur en fait, c'est de faire le tri, car surtout sur les forums, il y a des avis qui ne sont pas très objectifs ou sérieux. Bref, vous l'avez compris, un très grand nombre de sources variées, et sans jamais rien considérer comme vérité. On recoupe, on vérifie et on trouve d'autres exemples. Grâce aux informations collectées, cela peut nous donner des termes techniques ou d'autres points d'attention et nous remettre sur d'autres pistes de recherche. À notre époque, on a aussi la chance de pouvoir trouver en PDF pas mal de documents, parfois anciens, très détaillés sur certaines techniques, etc. Pour les travaux, finalement, on a assez peu de livres au format papier. On se doit aussi de mentionner les discussions et échanges avec des connaissances ou professionnels qui ont alimenté nos réflexions. Comment faites-vous pour trouver autant de détails et précisions techniques? La multiplicité des sources, comme on vient de le dire, beaucoup de recherches, on ne s'arrête pas à un simple exemple ou explication. Puis en général, ces sujets nous intéressent, voire nous passionnent, alors naturellement on cherche toujours à en savoir le plus possible. Et ainsi viser une bonne compréhension, ce qui permet de mieux analyser en fonction de sa situation, voire adapter, puis reproduire la réflexion et les étapes par soi-même. On ne veut surtout pas sembler arrogant, malgré le fait qu'on essaie de comprendre, on peut toujours se tromper, on est loin de tout savoir ou maîtriser. Il ne faut pas créer un mythe sur notre démarche. Suivez-vous des DTU spécifiques dans vos travaux? Non, il nous arrive rarement de consulter un DTU ou autre norme, plus pour recouper les infos. Pour des techniques anciennes ou situations trop spécifiques comme on en rencontre parfois chez nous, il n'y a pas vraiment ce qu'on recherche. Ceci dit, plus tard, lors de la reconstruction, cela pourrait être un besoin pour confirmer qu'on n'oublie aucun détail. Comment faites-vous pour les calculs de structure et de charge? Au début, on consultait un ingénieur de temps à autre, puis on a appris à le faire. Une des choses qui nous a pris le plus de temps, bien creuser la tête et pris de nombreuses soirées. Pourtant maintenant on trouve que ce n'est pas si compliqué, les calculs en soi ne le sont pas, mais la gestion de tous ces concepts et définitions qui vont autour est assez compliquée à aborder comme ça sans avoir suivi de formation. On a choisi de faire cela selon les eurocodes, on n'a pas de logiciel spécifique de calcul, on s'est fait un tableur avec les différentes formules selon nos besoins. Pour les poutrelles métalliques, il existe un logiciel gratuit de vérification appelé A3C qu'on a utilisé occasionnellement. Merci Louis. Comment vous êtes-vous assuré d'effectuer vos calculs en toute sécurité? Une fois nos calculs faits, on a demandé à notre ingénieur de regarder notre méthodologie, pas les calculs en détail, et il nous a confirmé que la manière dont on s'y prenait était correcte.
On est assez sûr de nous maintenant qu'on a compris les mécanismes. On ne prend pas une formule lambda dans laquelle on rentre nos paramètres pour utiliser aveuglément le résultat. Quel conseil pour apprendre le calcul de structure? Restons humbles, parce qu'on a fait ces calculs ne nous rend pas ingénieurs en stabilité pour autant. C'est un métier et de longues études. On a juste les connaissances minimales, juste ce qu'il faut pour notre cas précis. On est donc passé sur plein d'autres aspects. Ce qu'on peut vous dire, selon notre parcours, c'est persévérer jusqu'à ce que vous ayez compris tous les tenants et aboutissants, pas simplement trouver la formule. Méfiez-vous de certains conseils sur Internet, surtout de ceux qui savent tout très catégoriquement. Il y a plusieurs façons de calculer avec des facteurs de sécurité et résistance caractéristiques fort différentes en fonction de la méthodologie choisie, ce qui rend également certaines abacs trompeuses. Aussi, en structure, on pense qu'il ne doit pas y avoir de place au doute ou à l'intuition. Ça a l'air d'être assez, n'est pas valable. Il faut être certain et tenter de visualiser tous les efforts et forces en jeu. Quel produit utilisez-vous? Quelle est la référence de votre échafaudage? Niveau laser, pioche, pelle, etc. Notre société est tellement conditionnée au fait qu'on cherche à nous vendre constamment quelque chose qu'on a l'intuition qu'il faudrait avoir exactement le même outil ou produit dont quelqu'un se sert pour réaliser la même chose. Nous, on pense que non. C'est oublier qu'avant tout, c'est savoir se servir des outils qui est le plus important. Les outils les plus simples sont les plus efficaces s'ils sont bien utilisés. Peu importe le modèle finalement. Ceci dit, pour peu qu'on choisisse des outils de qualité, parce qu'on trouve de belles cochonneries pas chères un peu partout. On a la chance d'avoir pu récupérer beaucoup de matériel et outils, ci et là, de bonne qualité ou anciens, ce qui est souvent lié. On n'a donc pas de point de comparaison, ni la prétention de dire que c'est le matériel le plus adapté pour faire ce qu'on fait. On fait avec ce qu'on a. On a tout de même acheté quelques outils de qualité pour nos besoins, pas ceux des autres qu'on ne connaît pas. On n'a donc pas de conseils à donner, ni d'avis à faire sur les outils qu'on a, et on n'a rien à vous vendre. Désolé, mais pour cela, on ne cite pas les marques et modèles du matériel qu'on utilise. Si vous avez un bon magasin d'outillage, faites-vous conseiller pour vos besoins précis et visez des choses de qualité et durables. Dans le cas du produit de traitement du bois, si on a pris la peine d'en parler, c'était pour montrer que ce type de produit écologique a le mérite d'exister. Pas pour citer une marque en particulier, surtout que plusieurs fabricants pourraient exister. Et encore une fois, on n'a pas fait de comparatif ou étude d'efficacité. À vous de chercher, surtout que c'est vraiment facile à trouver. Quel logiciel utilisez-vous pour modéliser vos travaux? On utilise SketchUp. Ici aussi, cela rejoint un peu notre réflexion sur le matériel. Les outils et logiciels aident à se faciliter la tâche. Trouver un logiciel de conception 3D n'est pas très compliqué, mais ce n'est pas une solution magique où tout se fera tout seul. Pour moi, ça reviendrait à demander à un artiste peintre quelle peinture et quel pinceau il utilise. Bien les utiliser, c'est ce qui va permettre un résultat, et cela demande de la motivation et du travail. Êtes-vous sûr de vous au niveau sécurité? Certainement pas. On a quelques EPI, ou équipements de protection individuelle, un minimum, mais on pourrait certainement faire mieux. Tout est une question de gestion du risque. Et en cette matière, c'est un peu comme avec les probabilités, ce n'est pas facile de bien évaluer ce que cela représente. Pour nous, ça dépend du facteur de risque, du danger et des conséquences d'un problème. Prenons un exemple. Monter sur une échelle assez haute. Le risque d'accident est assez faible, avec une bonne échelle et sans vertige, mais en cas de chute, c'est un accident grave. Notre façon de penser est que si on monte une fois dans sa vie sur une échelle, il faut faire attention, mais inutile d'exagérer en matière de protection et équipement. Alors que si c'est plusieurs fois par jour, à chaque fois c'est relancer les dés, et même si la probabilité est faible, un accident finira par arriver un jour. Là, il faut prendre toutes les précautions. Se dire qu'on a conscience du danger alors qu'on fait plus attention, c'est pour nous un mauvais raisonnement. C'est pour cela que les professionnels sont supposés avoir tous les équipements de sécurité adaptés à leur tâche. Évidemment, avec une activité où la probabilité d'accident est élevée, ça ne se discute pas. Même pour souder à la baguette une fois dans sa vie, on utilise une protection oculaire. C'est sûr, idéalement, il faudrait le maximum de sécurité pour tout et tout le temps, mais cela va alors doubler non seulement les coûts, mais aussi le temps de préparation de nos chantiers. Et paradoxe dans tout cela, parfois on a les EPI, mais on ne les utilise pas.
On n'y pense pas, ou par paresse, car c'est 2 étages au-dessus, et ce n'est que pour 5 minutes, hein. Vous voyez le topo. Bref, un sujet bien compliqué. Pourquoi ne faites-vous pas de partenariat pour avoir du matériel gratuitement? Pourquoi ne pas faire du placement de produits pour vous financer? Ça fait plaisir de ne pas être dévoré par les partenariats, sponsors et autres. Tout est dit, hein. Pourquoi ou pourquoi pas? Donc nous on a été clair à ce sujet, on ne veut aucun partenariat, sponsor ou placement de produits dans nos vidéos. Pas plus que des produits dérivés ou autres merchandising. Pourquoi n'achetez-vous pas un tracteur avec une remorque? Parce qu'on n'a pas ressenti le besoin, on ne va pas envisager un tel achat sans besoin important. C'est tout de même un coût et une dépendance technologique non négligeable qui va prendre beaucoup de temps si on répare et entretient soi-même. On vise plus l'attraction animale sur le long terme. Avant d'acheter un bien, quel conseil pour avoir le moins de surprises possible? Oui, on a parfois des personnes qui nous demandent d'aller visiter avec eux un bien avant achat, ce qu'on refuse évidemment. Comme vous l'avez vu, on ne s'est rendu compte de rien. Encore une fois, on n'est pas des experts en salubrité, stabilité ou immobilier. On ne sait pas si ça aurait été possible de se rendre compte de l'état du bien lors des visites. On ne peut pas demander à l'agent immobilier de démonter un faux plafond, une cloison ou un plancher pour voir si tout va bien. Dans notre cas, on aurait peut-être dû tiquer sur le manque d'entretien général de la maison. Cela en dit certainement long sur les choses plus profondes. Mais notre bien est aussi fort atypique, avec tous ses propriétaires et transformations massives, l'incendie qui détruisit l'usine, etc. Tout cela a conduit à de nombreux soucis. Bref, s'il s'agit d'un bâtiment assez ancien, comptez d'office que le bois sera atteint, surtout si vous voyez du ciment, pas de ventilation ni d'isolation et du chauffage. Un premier point d'attention sera d'observer attentivement pour repérer d'éventuels signes visibles de problèmes d'infiltration ou d'humidité. Soyez attentif à la maçonnerie et à l'état général de la maison. Mais ça dépend aussi des régions, du climat et de l'exposition. À part ça, je ne sais pas si on a de vrais conseils à donner. Ne vous lancez pas si ce genre de problème vous fait peur, car on suppose que des surprises, il y en a toujours. Comment se lancer dans un projet d'une telle ampleur? À nouveau, au vu de notre parcours et des problèmes rencontrés, que peut-on dire? Si c'est ce que vous voulez, il suffit d'acheter un bien, être motivé, être prêt à dédier beaucoup de temps au projet et à se documenter. Ne pas avoir peur d'échouer, garder en tête qu'on n'est que de passage sur la Terre et dans un lieu. C'est ce qu'on se dit, on fait notre bout de chemin, et puis si ça ne va pas, on aura essayé, mais pas de regret. Pourriez-vous m'aider avec ma maison et mes travaux? Comment faire pour mon cas précis? On nous le demande souvent, nous sommes désolés, mais nous n'avons pas le temps pour cela. De toute façon, ce n'est pas possible à distance, et quand bien même, au risque de me répéter, nous ne sommes pas des experts. Cela nous a pris des années pour comprendre notre bâtiment et ses désordres à force d'observation et d'obstination. On ne peut pas se prononcer ou solutionner votre problème d'un coup d'œil ou sur simple description. Imaginez la responsabilité qu'on prendrait. J'ai des questions techniques, peut-on discuter? Comme pour le point précédent, nous n'avons ni les compétences, ni l'envie de faire ce genre de choses. Pour rappel, nos vidéos n'ont pas vocation à donner de leçons, juste de partager notre aventure, montrer qu'on peut y arriver, que face aux problèmes, on peut s'en sortir et trouver des solutions. Au mieux servir de piste de réflexion ou de source d'inspiration, une parmi d'autres. Avant de vouloir nous poser une question, demandez-vous d'abord si nous seuls pouvons répondre à votre question. Peut-être avez-vous une connaissance qui peut vous aider, ou alors orientez-vous vers des forums spécialisés, au moins plus de personnes verront votre question, et si une réponse est donnée, cela bénéficiera aussi à d'autres, tout en gardant à l'esprit ce qu'on a dit avant. Et on ne va pas faire de recherche à votre place. J'ai un bon conseil. N'aurait-il pas été plus judicieux de « vous devriez », cela aurait été mieux de... C'est certain. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait ce qui se fait de mieux, selon vous qui êtes si multiples et pour certains si experts. Non, nous on fait selon nous, selon nos recherches, selon nos choix. Mais on peut se tromper. Vous vous êtes trompé, c'est pas comme ça qu'on fait. Bah oui, ça peut arriver. Sauf que parfois, en fait, non. Il y a plusieurs avis, il y a plusieurs façons. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas votre façon que c'est automatiquement mauvais. Vous n'êtes pas nous, et nous ne sommes pas vous. Même si c'est certainement dit avec une bonne intention, ceux qui le font ne semblent pas toujours réaliser qu'ils ne s'adressent pas à un ami ou une connaissance.
N'oubliez pas que vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main pour nous faire part de vos réflexions, vos critiques ou avis. Vous ne jugez que sur quelques minutes de vidéo, point de vue très subjectif de la situation, sans savoir quelles réflexions ou conclusions ont déjà été menées de notre côté. Mais effectivement, on peut se tromper, et même si au final vous avez raison, vous êtes noyé dans la masse de personnes qui font exactement la même chose que vous, et qui parfois, ça nous fait sourire, ne vont pas dans le même sens. Qui doit-on écouter? C'est donc quelque chose que nous devrons comprendre par nous-mêmes. De toute façon, en ce qui concerne les travaux, les vidéos vous parviennent beaucoup de temps après que le travail soit fait, donc un peu tard pour changer les plans. J'ai plein de questions à vous poser. Eh bien, on était en train d'y répondre. Voilà pour cette première partie des questions consacrées aux travaux. Encore un peu de patience pour la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.